Bonsoir à tous. À la une de ce journal, elle fait déjà grand bruit. La nouvelle arme utilisée dans le bras de fer entre les évêques du Cameroun et les enquêteurs pour la manifestation de la vérité autour de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il s'agit d'une plainte contre inconnu pour assassinat de l'évêque de Bafia et l'annonce de l'entrée en scène des avocats pour soutenir la conférence épiscopale. Ce nouvel épisode dans l'affaire de l'évêque de Bafia prend une tournure inédite. À suivre dans ce journal l'analyse et le décryptage des implications juridiques et les enjeux sociopolitiques d'une telle plainte émise par l'Église catholique au Cameroun. À 18 mois de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun, les retards accusés dans la construction des infrastructures contraignent le gouvernement à monter au créneau pour contrer la vague d'inquiétude sur le sort réservé à cette compétition. Les pouvoirs publics jurent la main sur le cœur de réussir le pari de construire toutes les infrastructures sportives dans les délais impartis. Mais que valent ces engagements au moment où des nuages sombres planent sur la CAN 2019? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Où sont passés les 4500 kits d'hémodialyse promis par le gouvernement? Presque aucun centre n'a été fourni en kit médical pour assurer les séances normales de dialyse pour les malades victimes d'insuffisance rénale à l'hôpital général de Yaoundé. Ils ont réuni leur dernier souffle pour bloquer l'entrée de cet hôpital à Yaoundé. C'est un énième signe de protestation pour ces malades qui meurent à petit feu sous le regard silencieux des autorités camerounaises. Reportage Joël Sengue et Ike Cyril. Il fallait montrer patte blanche pour accéder à l'hôpital général de Yaoundé. Les malades d'hémodialyse ont choisi de bloquer le portail pour exprimer leur colère. Après les multiples promesses du ministre de la Santé, nous n'avons encore rien reçu. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous présentons devant vous pour lui demander ce qui se passe, parce que là, beaucoup de malades souffrent et beaucoup même en meurent dû au manque de dialyse. Et on veut qu'ils nous disent la vérité. L'absence de kits d'hémodialyse est à l'origine de ce coup de colère. Les 4500 kits promis par le ministre de la Santé publique, quoique insuffisants, ne sont toujours pas disponibles. Nous sommes toujours soumis à une séance de dialyse par semaine et nos organismes ne supportent pas cela. Moi-même, présentement, je suis arrivée ici en urgence dans la soirée de dimanche, vraiment étouffée. J'étais toute pleine. Cherchant la respiration, il n'y avait pas moyen. Cette grève des malades d'hémodialyse n'est pas la première, mais s'ils ont choisi de revenir à la charge, c'est pour dénoncer les promesses qu'ils qualifient eux-mêmes de fallacieuses du ministre de la Santé publique. Là, vraiment, on en a marre. On veut que le ministre résolve, qu'il réagisse, qu'il nous dise la vérité. Parce que là, on en a marre des fausses promesses. Chaque jour, il dit qu'il va résoudre le problème. Tantôt, il y a arrivage des kits, mais malheureusement, on ne reçoit rien. On n'a encore rien reçu jusqu'à présent. Les messages inscrits sur les pancartes renseignent davantage sur les revendications des malades d'hémodialyse. Seront-ils entendus cette fois? Difficile de le dire pour l'instant. Je vous le disais en titre, c'est une nouvelle arme utilisée dans le bras de fer entre les évêques du Cameroun et les enquêteurs pour la manifestation de la vérité autour de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il s'agit d'une plainte contre X pour assassinat de l'évêque de Bafia et l'annonce de l'entrée en scène des avocats pour soutenir la conférence épiscopale. Explication de cette nouvelle démarche et procédure initiée par la conférence épiscopale dans ce reportage signé Donald Anouzoua. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, après avoir identifié puis réceptionné la dépouille mortelle de Monseigneur Bala, fait savoir dans un communiqué du 17 juillet 2017 qu'elle va se constituer partie civile.
les évêques pourraient déposer la plainte auprès du juge d'instruction, c'est-à-dire pas plainte avec constitution de partie civile, et que le juge d'instruction sera amené à mener l'enquête. Et également, n'importe quel citoyen qui pourrait avoir une idée sur les auteurs de l'infraction pourrait dénoncer auprès du juge d'instruction qui pourra les interpeller. Et puisque c'est la mort dans l'âme que l'épiscopat reçoit la dépouille, l'hypothèse de porter plainte contre X pour assassinat de Monseigneur Bala n'est pas à exclure. Chaque fois qu'une infraction est commise et que les auteurs ne sont pas identifiés, ne sont pas retrouvés, la victime de l'infraction peut déposer plainte contre un connu pour permettre que les enquêtes soient couvertes et que les recherches soient poursuivies pour retrouver les éventuels auteurs de l'infraction. Autrement dit, il ne peut avoir ouverture du procès que sous respect de certaines règles légales. Le procès ne pourra être ouvert que si les auteurs de l'infraction sont retrouvés. Si les auteurs de l'infraction ne sont pas retrouvés, le procès ne sera jamais ouvert devant la juridiction du jugement. Le dossier Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui rentre dans le registre du crime, est susceptible de Il faut au moins une dizaine d'années pour qu'on dise que ce crime est prescrit. L'Église prévoit organiser les obsèques de Monseigneur Bala en date du 2 et jeudi 3 août 2017 dans le diocèse de Bachia. Nous prolongeons ce soir les implications juridiques d'une telle plainte émise par la Conférence épiscopale nationale contre X pour assassinat de l'évêque de Bafia, mais aussi l'annonce de l'entrée en scène des avocats dans cette affaire. C'est à suivre en deuxième partie de ce journal avec le bâtonnier, maître Charles Thiongan de ce journal. Dans le reste de l'actualité, la contrebande des liqueurs et produits pétroliers prend de l'ampleur. Au Cameroun, des brigands en provenance du Nigeria profitent des frontières poreuses et des policiers véreux pour faire écouler leurs produits dans le pays. Une importante cargaison vient d'être interceptée sur l'autoroute de la contrebande à Bamenda. Reportage Steve Eboulet, Stella Bou et Albertine Bitiaga. La saisie est importante, près de 500 bidons de 20 litres chacun d'essence, plusieurs dizaines de bouteilles de liqueurs et spiritueux et autres produits de grande consommation. Le stock de marchandises en provenance du Nigeria a été dissimulé dans des camions pour échapper au contrôle de la douane camerounaise. C'est dans la localité de Sabga, région du Nord-Ouest, que les contrebandiers ont été interceptés grâce à l'appui des populations riveraines. C'est une quantité importante de produits de contrebande, aussi bien pétroliers que de divers consommables, y compris notamment les alcools. Nous sommes, comme vous le dites, si bien dans la phase répressive, nous avons pris le temps pour sensibiliser. Et je voudrais saluer la collaboration des populations qui ont permis à atteindre ces résultats. C'est dans la ville de Kumbo que devait être acheminée la marchandise pour être finalement reversée sur le marché camerounais. Les produits issus de la contrebande sont de plus en plus nombreux dans les marchés camerounais. Outre les dangers liés à des éventuelles contrefaçons, la contrebande fait perdre d'énormes sommes d'argent à l'État camerounais. Ces produits, en effet, échappent au contrôle de la douane camerounaise. Bien évidemment, il faut que nous sauvions le tissu économique et industriel local et que nous protégeons notre espace économique. Les autorités de la région du Nord-Ouest indiquent que des opérations similaires vont se poursuivre dans les prochains jours afin de protéger le consommateur et tenter de limiter les effets néfastes de la contrebande sur les caisses de l'État. En bref, à présent, de nombreux dégâts matériels enregistrés après une matinée où un accident de la circulation est survenu au lieu dit marché des fleurs à Bonapriso dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Vous le voyez en image, un coaster et un gros porteur d'une agence de voyage sont impliqués dans cet accident. Selon des témoins, le véhicule de cette agence de voyage en provenance
de l'Ouest Cameroun est allé heurter le bus d'une agence de transport qui se serait renversé sur la chaussée quelques heures plus tôt. Les mêmes témoins expliquent que le chauffeur du gros porteur, en voulant esquiver un camion en panne stationné, a fini sa course sur le coaster. Le pire a été évité, pas de perte en vie humaine, encore moins de blessés, mais d'importants dégâts matériels. Parlons à présent de l'exécution du budget d'investissement public. Cette exécution est à peine à 7% dans le département du Mungo, une situation inexplicable alors qu'on est rendu déjà au deuxième semestre de l'année 2017. Les différents acteurs tentent de diagnostiquer les points faibles de la mise en œuvre du budget d'investissement public dans le département du Mungo. Julienne Berthe-Bissaï et Cyril Diemba. Le département du Mungo est classé dernier sur le plan national en ce qui concerne le budget d'investissement public avec un taux de 7%, contrairement à celui enregistré l'an dernier qui est de 18%. C'est ce qui ressort du comité départemental de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public dans ce département tenu ce week-end. En ce qui concerne notre département, le taux d'exécution de 7% que nous retrouvons avec premier semestre 2017 est beaucoup plus dû à une longue crise des procédures de passation qui ont été beaucoup retardées cette année par rapport à l'année précédente. En 2016, les premiers ordres de services ont été donnés et notifiés aux entreprises, c'était le 16 mars. En 2017, les premiers ordres de service sont notifiés 20 juin 2017. Vous voyez qu'à la même période, pour ce qui est de la compétence de la brigade départementale, nous avions déjà réceptionné à la même période l'année passée, on avait réceptionné 7 projets. Et cette année, nous nous retrouvons avec 0. Cette situation plutôt inquiétante est due à plusieurs goulots d'étranglement. Nous continuons à avoir des mauvaises pratiques qui ne nous permettent pas d'avoir un bon résultat. En dehors des mauvaises pratiques, il y a également le problème des procédures. Les procédures devraient être allégées. Je pense que ce serait pour le bien de tout le monde, que ce soit pour le bien des prestataires de services, mais également pour le bien de ceux qui commandent ces services-là. Nous avons des délais à respecter, nous avons des ordres de service qui ne sont pas signés à temps. Lorsque nous avons un certain nombre de boulots d'étranglement, nous ne pouvons qu'avoir des taux bas. Cette mauvaise performance enregistrée dans le Mungo met en mal les populations qui voient chaque année plusieurs projets abandonnés, mal exécutés ou encore tomber en forclusion. La révision d'un certain nombre de mesures est le souhait des responsables de ce comité de suivi. Mon souhait est en réalité qu'on essaye de revoir les procédures dans ce qui concerne le budget d'investissement public. À présent, en bref, l'installation des nouveaux responsables de la gendarmerie à Yaoundé, ils ont été installés ce jour. Vous les voyez en image, le ministre de la Défense les a exhortés à plus de collaboration, à être des exemples au sein de la gendarmerie, nouveaux responsables qui prennent leurs fonctions dans les différentes légions de gendarmerie au Cameroun. La saison des pluies fait sourire des commerçants qui proposent des accessoires et chaussures adaptés pour cette saison. La confection de tels articles suit désormais la mode et les différentes tendances pour attirer davantage une clientèle. Reportage François Dicomet et Kate Diarra. La saison des pluies est de retour. Avec elle, un accessoire des plus incontournables pour se protéger des gouttes d'eau, le parapluie. Mais pour les fashion addicts, il faut faire mieux que se couvrir tout au long de cette saison. Il faut le faire en restant glamour. À la douche municipale de Douala, les commerçants semblent avoir le secret. Ils se sont lancés dans la vente des chaussures de saison faites en matériel plastique. Il y en a de toutes sortes.
sandales, pieds nus, chaussures montantes et même la légendaire tchaka. Le tchaka, non, même celui qui va au bureau est obligé de retirer les chaussures, porter le tchaka, il vaut besoin de porter les chaussures fermées. Les plus âgés l'ont connue classique, mais depuis qu'elle s'est retrouvée sur les podiums des grands couturiers internationaux, elle a subi de nombreuses déclinaisons. Bon, les plus sollicités sur le marché, c'est les compensés. Voici. Ça les compensés et ça dépend de couleurs. Ceci, c'est plus fréquent. On a juste modifié les couleurs. Côté vestimentaire, les choix sont aussi riches que variés. Et si les jeunes profitent de la saison de pluie pour faire ressortir ce qu'ils appellent le swag, il faut encore avoir la bonne adresse, ainsi que les bons prix. Au marché Nkouloulou na Douala, les comptoirs ploient sous des tonnes de vêtements dont ils raffolent. Le cardigan, fameux pull à la british, qui porté avec une chemise, vous donne un air d'intellectuel tout en vous maintenant chaud. Le jogging, pour une allure de sportif chic, le tout à des prix raisonnables. Et il y a les jogging qui se vendent à 5 000, 6 000, 3 000 en montant. Et il y a aussi les corons, il y a les gilets, les teddy américains. Pour les femmes qui désirent se protéger du froid tout en restant glamour, les collants chaussettes, comme on les appelle ici, peuvent accompagner leurs jupes ou robes courtes. Qui est un peu transparent comme ceci. Vous voyez, grillagé là. Les jeunes filles aiment bien cela parce que ça fait yoyette, ça fait grande. Donc elles peuvent acheter à 1000 francs, 2000. La saison des pluies se positionne donc incontestablement comme l'une des préférées de tous ces fashion addicts. Leur rôle est primordial dans l'accueil, le confort et la sécurité des passagers dans les avions. Il s'agit des hôtesses et stewards, un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes, mais où il faut user de tact, de sourire et de compétences pour accueillir les passagers et assurer aux compagnies aériennes leur fidélité. Comment se déroule, comment pouvoir pratiquer ce métier, quelles sont les menaces à la pratique de steward et hôtesse. Nos reporters Séverin Chouban et Eric Marsanjomo ont pu pouvoir prendre plusieurs vols et bien sûr discuter avec les hôtesses pour connaître ce métier en profondeur. Reportage. Debout à 13 000 mètres d'altitude dans l'allée de ce 767, alors que tous les passagers sont assis, les hôtesses de l'air et les stewards, appelés dans le jargon aéronautique PCN ou personnel navigants commerciaux, sont au service des passagers. Pendant le vol, ils assurent la distribution des plateaux repas et des boissons, mais surtout s'assurent en permanence de la sûreté et du confort des passagers. Identifiables facilement par leur tenue, en cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène sont automatiquement des logements situés au-dessus de vos têtes. Les hôtesses et stewards passent par une formation pour accéder à ce métier. Pour devenir personnel navigant de cabine, la formation pour un minimum, il faut avoir un baccalauréat, être parfaitement bilingue beaucoup plus. Les langues préconisées sont l'anglais et autres, en dehors du français ou de sa base ou de sa langue de base. À cela, il faudrait ajouter une formation qui diffère selon les entreprises ou selon le mode de recrutement. Donc on a un diplôme qu'on passe qui s'appelle certificat de sécurité sauvetage, qu'on peut passer dans plein d'écoles qui mettent à disposition ces formations, soit à coût particulier ou alors envoyées par une entreprise. Leur travail débute bien avant le décollage de l'avion, avec notamment le contrôle des équipements de sécurité en cabine, tels les gilets de sauvetage ou les masques à oxygène. Ils accueillent ensuite les passagers qu'ils installent sur leur siège. Avant le décollage, ils réalisent pour les voyageurs les démonstrations de sécurité, indiquent la procédure à suivre en cas d'accident, veillent aux consignes en vigueur telles l'interdiction de fumer, l'extinction des téléphones portables ou le maintien des ceintures de sécurité au décollage comme à l'atterrissage ou en zone de turbulence. La principale difficulté pour eux réside souvent dans l'attitude des passagers. On a un métier où tout le monde pense connaître ce qui nous incombe. Et pourtant, ils ne voient que l'aspect qu'ils représentent
au maximum 20% de notre métier. C'est difficile à gérer. Quand tu vas dire à un passager attachez votre ceinture, il ne comprendra pas réellement ce que ça veut dire, ce que ça signifie ou alors où est l'enjeu d'attacher sa ceinture de sécurité. Et il se mettra dans une position de je sais parce que j'ai l'habitude de prendre l'avion, je peux m'en passer. Alors que toi tu es là, tu fais ton travail qui est celui en priorité de veiller à sa sécurité. Hôtesses et stewards doivent garder le sourire face à toute épreuve, faire montre d'une certaine maîtrise de soi, de disponibilité, avoir une bonne résistance physique et nerveuse. Travailler en plein ciel impose donc des exigences et des sacrifices importants. Dans l'escale internationale en Syrie, des volontaires venus des États-Unis de la Grande-Bretagne sont en train de combattre aux côtés de l'armée loyaliste pour venir à bout de Daesh, une situation qui fait de plus en plus du bruit à Londres, mais aussi à Washington. Reportage avec nos confrères de Renews. Combien sont-ils exactement, les membres de ces légions étrangères venues combattre en Syrie? Des milliers pour Daesh, nettement moins pour les autres camps. On suit ici les forces démocratiques syriennes avec dans ses rangs un Britannique, Mason Gifford. Il y a des forces démocratiques laïques sur le terrain ici. Ce sont des gens qui ne sont pas des Américains ou des Britanniques et qui vont libérer le pays. Et si nous soutenons ces personnes comme les chrétiens qui sont avec moi aujourd'hui, alors on pourra construire le cadre démocratique pour ce pays et aller de l'avant en luttant pour un avenir de la Syrie bien plus pacifié. Kevin Howard est lui américain. Il se présente comme ancien képi blanc de la Légion étrangère et il a une approche moins géopolitique mais beaucoup plus baroudeuse. J'ai un ami dont la petite sœur était au Bataclan à Paris pendant les attaques il y a quelques années. Je me suis battu en Irak en 2006-2008, j'ai perdu des amis là-bas et pour moi c'est la continuation de ce combat. Alors que l'État islamique perd du terrain à Raqqa, les volontaires occidentaux dans les rangs des forces démocratiques syriennes tombent aussi. 2 Américains et un Britannique ont ainsi été tués début juillet. À 18 mois de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun, les retards accusés dans la construction des infrastructures contraignent le gouvernement à monter au créneau pour contrer l'inquiétude observée sur le sort à réserver à cette compétition. Les pouvoirs publics, à travers la voix du ministre des Sports, jurent la main sur le cœur de réussir ce pari, de construire toutes les infrastructures en l'espace de 12 mois. Le ministre des Sports était face à la presse à Yaoundé. Joël Sengue et Ike Cyril. Sur les 32 stades à fournir pour la CAN 2019, 11 sont déjà disponibles. À en croire le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les autres sont en construction. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Reste 7 à construire. Plus concrètement, il s'agit à Yaoundé du complexe sportif d'Olembe. Ce sont le stade principal et ses 2 annexes qui sont en construction. Les travaux sont en cours. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017. Le groupe Piscini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. À Douala, il s'agit du complexe de Japoma, du stade de la réunification et d'autres aires de jeu. Les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses 2 annexes sont en cours. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Le stade de la réunification et son annexe. Les travaux ont été confiés au consortium canadien représenté par la Corporation commerciale canadienne. Le marché est en cours de signature. La ville de Garoua, qui abritera également la CAN 2019, verra des stades construits ou réhabilités. Pour le stade omnisport de Roundé Adja et son annexe, les travaux ont été attribués à l'entreprise portugaise Mota Engil. La contractualisation est en cours. Pour les stades de Pumpumre, du Sénagès et de la gendarmerie, les travaux ont été attribués. La contractualisation est en cours. À l'ouest du pays, enfin, le stade omnisport de Kwekong à Bafoussam sera pourvu en stade annexe,
tandis que d'autres villes de la région verront leurs infrastructures réhabilitées. Pour les stades de Bandung et de Mbouda, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise China Shanxi. Le marché est en cours de signature. Pour les deux stades que sont celui de Toket et municipal de Bafoussam, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise Semec. La contractualisation est en cours. Au final, c'est un projet titanesque que le Cameroun devra réaliser dans la perspective de la CAN 2019. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures. 17 mois seulement nous séparent de 2019, mais le ministre des Sports et de l'Éducation physique pense qu'il est encore temps. Conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Au-delà des infrastructures sportives, le Cameroun devrait également se doter d'infrastructures hospitalières, hôtelières, routières, aéroportuaires et de télécommunications aux normes CAF. Je vous l'annonçais en ouverture de ce journal, cette plainte contre inconnu pour assassinat de l'évêque de Bafia fait grand bruit dans le bras de fer engagé entre les évêques du Cameroun et les enquêteurs pour la manifestation de la vérité autour de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On en parle en deuxième partie de ce journal avec notre invité, le bâtonnier Charles Tchongan, qui a dirigé l'Ordre des avocats du Cameroun entre 2006 et 2010. Mais restons dans le calendrier de cette CAN 2019 qui pourrait être modifiée et l'augmentation des équipes participantes envisagée. Des sources annoncent que ces sujets sont à l'ordre du jour du symposium de la Confédération africaine de football qui se tient au Maroc. L'information n'est pas confirmée officiellement, mais les résolutions pourraient avoir des conséquences sur cette CAN 2019. Enjeux évoqués dans ce reportage signé Séverin Chouban et Nana Paul Sabin. À Rabat, au Maroc, des invités triés sur le volet vont cogiter sur le devenir de la pratique du football africain. Le profil des participants en dit long sur la détermination du Magdash Hamad, le nouveau président de la CAF, d'honorer son programme de campagne dont le slogan « Ensemble pour le changement » lui a permis, il y a 4 mois, de battre aux élections le Camerounais Issa Ayatou. Pendant le symposium, les présidents et les secrétaires généraux des 55 associations membres de la CAF auront à leur côté des sélectionneurs nationaux des équipes A et plusieurs grands noms du football africain. On cite par exemple les Camerounais Joseph Antoine Nobel, Patrick Mboma, Jérémy Dita, le Nigérian Didier Okocha, l'Algérien Rabat Majer. La CAF, en quête de nouveaux sourds, veut aussi bénéficier de l'expertise de l'UEFA et de la FIFA, dont les délégués sont aussi présents à Rabat. Du beau monde dispatché dans 8 ateliers pour débattre et faire des propositions autour des thèmes liés, entre autres, à l'organisation de la CAN, des compétitions interclubs et du football des jeunes. Si les premières réformes de l'ère Hamad sont approuvées par l'Assemblée générale de la CAF, les conséquences sont attendues sur la pratique et la gouvernance du football africain. Par exemple, l'on pourrait avoir désormais une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec 24 pays au lieu de 16. En outre, le nouveau cahier des charges au pays organisateur exigera 6 stades et non plus 4. Et la phase finale de la CAN, qui se joue en début d'année, pourrait être dorénavant programmée au mois de juin, comme le souhaitent depuis longtemps les dirigeants des clubs européens, principaux employeurs des joueurs professionnels africains. Des réformes sont également attendues dans l'organisation du football jeune et des compétitions interclubs, dont la plus prestigieuse est la Ligue des champions. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le bâtonnier Charles Tchongan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nouffelé. Vous êtes avocat, vous avez dirigé le Conseil de l'Ordre des avocats entre 2006 et 2010. Vous avez écrit un livre sur l'impossible justice au Cameroun. C'est une nouvelle tournure que prend l'affaire de l'évêque de Bafia,
une plainte contre X pour assassinat de cet évêque et la conférence épiscopale qui se constitue partie civile. Que signifie une telle démarche dans les couloirs de l'enquête judiciaire? Écoutez, vous permettrez d'abord que je regrette que cette constitution de partie civile vienne aussi tard. Parce que voyez-vous, le Cameroun est un pays dont les structures juridiques sont extrêmement avancées en matière pénale, notamment en ce qui concerne notre code de procédure pénale. Parce que vous savez qu'avec la réforme du code de procédure pénale, les parties qui s'estiment lésées par une infraction peuvent, dès le début de l'enquête, constituer avocats pour qu'ils interviennent à l'enquête préliminaire avec les policiers. C'est dire quoi? C'est dire qu'on aurait pu faire l'économie de ce ping-pong de communiqué si, dès l'annonce par le procureur général de la mort suspecte de l'évêque, n'est-ce pas, la conférence épiscopale avait constitué des avocats qui auraient suivi et la levée de corps de cet évêque, n'est-ce pas, au bord du fleuve, et les 3 expertises qui ont été menées. La première, je voulais le rappeler, date du 2, la seconde du 22, et la troisième, n'est-ce pas, des 2 experts allemands d'Interpol, dont en réalité les avocats auraient assisté avec leurs clients aux autopsies et auraient eu accès au dossier et auraient eu non seulement les rapports d'expertise, mais auraient su pourquoi on a commis une seconde expertise le 22 alors qu'il y avait une première expertise le 2 et auraient rendu compte à leurs clients et auraient su pourquoi on avait commis une 3e expertise alors qu'il y avait 2 expertises précédentes. Justement, quel est le type de procédure qui va suivre désormais après que l'on ait introduit une plainte contre X pour assassinat? Cette plainte va obliger, n'est-ce pas, le procureur de la République, n'est-ce pas, à ouvrir une information judiciaire demander l'ouverture d'une information judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Bafia. Un juge d'instruction, n'est-ce pas, sera désigné et les avocats pourront accéder au dossier pour savoir ce qu'il y a exactement dans le dossier actuellement et pourront ainsi rendre compte de toutes les enquêtes qui ont été menées depuis le début jusqu'à ce jour. Ils auront également la possibilité, s'ils contestent les conclusions de la dernière expertise, de pouvoir demander éventuellement une contre-expertise pour essayer d'équilibrer, n'est-ce pas, les conclusions qui ne leur paraissaient pas favorables à leurs clients. Donc, je pense tout simplement qu'il s'agit du retour à la normale. Parce qu'en définitive, voyez-vous, lorsque la justice sort des palais de justice et qu'on laisse la rumeur s'installer, on finit toujours par, n'est-ce pas, créer le soupçon, des soupçons qui parfois mettent en cause la probité des institutions, la probité des individus, alors même que le dossier dit autre chose. Justement, vous avez évoqué l'entrée en scène des avocats. La conférence épiscopale compte solliciter tout un collège d'avocats pour les soutenir dans la manifestation de la vérité. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur communiqué. Qu'est-ce qui va changer lorsque les avocats vont entrer en scène et se saisir de ce dossier? Lorsque les avocats entrent en scène, ils demandent de prendre connaissance du dossier d'enquête. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'information judiciaire. Ils vont demander, n'est-ce pas, qu'on leur communique le dossier pour qu'ils en prennent connaissance. Ils prendront connaissance du dossier et logiquement, compte tenu des conclusions et des éléments qui sont à l'intérieur du dossier, que personne ne connaît à ce jour, parce qu'il y a beaucoup de spéculations, et à ce moment-là, je pense en bon professionnel, ils vont analyser les éléments du dossier, ils vont conférer avec leurs clients, ils vont proposer des solutions à leurs clients. Ces solutions peuvent avoir pour but de prescrire des actes judiciaires nouveaux. Ces solutions peuvent aboutir à la demande d'une contre-expertise. C'est un droit qui ne peut pas leur être refusé. Et ces solutions tendront, n'est-ce pas, à savoir ce qui s'est exactement passé de la découverte du corps de Monseigneur Mbala, du feu Monseigneur Mbala, à la date d'aujourd'hui. Donc en réalité, ce sont des esprits indépendants, des professionnels qui vont accéder au dossier et ils vont pouvoir conseiller leurs clients pour qu'on n'assiste pas à des communiqués qui sont fondés parfois peut-être sur des vraies informations, mais informations que personne ne peut contrôler et que personne ne peut affirmer, n'est-ce pas, qu'elle est fondée sur, n'est-ce pas, les faits ou sur les enquêtes menées par les officiers de police judiciaire. Justement, bâtonnier, c'est une première quand même pour la conférence épiscopale au Cameroun de pouvoir porter plainte contre X pour assassinat de l'un de ses membres. C'est assez rare au Cameroun. Est-ce que c'est une mise à l'épreuve pour la justice?
son indépendance et les enquêtes souvent diligentées au Cameroun et dont les conclusions restent méconnues? Non, je pense qu'en fait, c'est le retour à la normale. Voyez-vous, la conférence épiscopale, comme toute autre organisation, comme toute personne morale ou personne physique, qui s'estime lésée par une infraction, a le droit, dès le début des enquêtes, de constituer un avocat. Je regrette que ce recours aux professionnels de la justice arrive aussi tardivement. Plus d'un mois. Parce qu'en réalité, on aurait fait l'économie de cette polémique inutile si les avocats avaient été constitués dès le départ. Moi, je suis personnellement convaincu que si la conférence épiscopale avait constitué les avocats dès le début, je pense qu'on n'aurait pas dépassé le stade de la première expertise. Selon les informations gagnées auprès du dossier, l'on nous indique que la première expertise aurait été faite par un collège d'au moins 7 médecins. Il me paraît difficile que cette professionnelle de la médecine puisse, n'est-ce pas, se réunir pour faire une autopsie et qu'il y ait des conclusions critiquables. Donc le nœud de cette affaire pourrait être autour de ces 3 autopsies qui continuent de diviser à la fois la conférence épiscopale, mais aussi les éléments fournis par le procureur général près de la Cour d'appel du centre? En fait, le procureur général près de la Cour d'appel du centre n'a rendu public aucune autopsie. Il nous dit dans son communiqué qu'il y a eu une autopsie le 2, qu'il y en a eu une seconde le 22, et que par la suite, il y a eu appel à 2 médecins légistes étrangers pour venir faire une 3e autopsie. On ne nous dit pas quelles sont les conclusions de la première expertise, pourquoi on a commis les seconds experts et pourquoi on a commis les 3e experts. Donc l'entrée dans le dossier des avocats va permettre, en tout cas aux clients de ces avocats-là, de savoir pourquoi est-ce que après le 2, on a commis une seconde expertise et qu'après le 22, on a commis une 3e expertise. Donc l'information de l'épiscopat camerounais sera donc de ce point de vue complète et étayée par des arguments juridiques incontestables et qui permettront à la conférence épiscopale soit de pencher du côté de la conclusion qu'en tire le parquet général de Yaoundé, soit de solliciter, comme c'est leur droit, une contre-expertise pour reconstituer exactement ce qui s'est passé. Batoune Charles Tunga, ça fait plus de 30 ans que vous êtes en train d'arpenter les couloirs de la justice, l'ouverture d'une information judiciaire dans cette affaire. L'entrée en scène des avocats peuvent-elles permettre de faire jaillir la vérité sur une telle mort qui demeure jusqu'aujourd'hui suspecte aux yeux de l'opinion nationale? Moi, je pense que l'entrée des avocats vient tardivement. Mais voyez-vous, avec l'évolution des techniques d'identification connues aujourd'hui avec les ADN, etc., avec les appareils, n'est-ce pas, d'identification du système osseux humain, le fait qu'un mois soit passé ne peut pas effacer la vérité dès lors que le sujet qui est remis aux évêques est ce même sujet-là qui avait été retrouvé, n'est-ce pas, dans l'eau. Donc par conséquent, voyez-vous, moi je ne comprends pas cette inflation de commentaires, de prises de position politique autour de cette affaire, certainement parce que s'affrontent 2 grosses mastodontes, l'État et une institution dont les ramifications dépassent, n'est-ce pas, le territoire national. Mais en tant que professionnel du droit, il aurait fallu dès le départ à l'épiscopat désigner un collège d'avocats pour essayer de faire ce travail de professionnel. Une fois que les avocats vont rentrer dans le dossier, s'ils ont la confiance de leurs clients et s'ils travaillent de manière professionnelle, ils vont pouvoir acter et dire la vérité à leurs clients par rapport au dossier. Et ce sont aux clients, c'est-à-dire à l'épiscopat camerounais, en fonction des informations que leur donneront leurs avocats, de décider si le droit de faire continue ou pas. Est-ce que les enjeux sociopolitiques autour de cette affaire peuvent permettre de botter en touche la manifestation de la vérité? Écoutez, si l'on laisse l'institution judiciaire faire son travail, il m'apparaît difficile dans ce cas, qui a mobilisé l'opinion publique pendant plus d'1 mois, sur les prétendus auteurs, sur les motifs de la disparition de cet évêque, etc. Moi, je pense que la vérité finira par se savoir. Je suis heureux de voir que l'Église a fini par comprendre que le système judiciaire camerounais, comme tous les autres systèmes judiciaires, ont des modes de fonctionnement. Et que pour accompagner le juge d'instruction dans ses recherches, il est important que la défense soit présente. Que la défense soit présente lorsque tous les actes sont posés. Le législateur camerounais a indiqué dans sa réforme du Code de procédure pénale que dès l'entame de l'enquête préliminaire, l'avocat peut
intervenir. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous êtes arrêté, lorsque vous êtes mis en garde à vue, dès la première heure de la garde à vue, l'avocat a le droit d'être là. Il a le droit d'être là lorsque les officiers de police judiciaire entendent les parties. Il a le droit d'être là lorsque les autopsies sont réalisées. Et il doit être informé des lieux et des dates, n'est-ce pas, des expertises. Il a le droit de demander des actes complémentaires. Il a le droit de remettre en cause les conclusions des actes qui sont posés. Il peut même solliciter à la chambre de contrôle l'annulation de certains actes de magistrats instructeurs. Je pense tout simplement que cette polémique n'a pu enfler que parce que dès le départ, on a voulu régler cette affaire politiquement et non juridiquement et non judiciairement. Mais vous en parlez dans votre ouvrage de l'impossible justice au Cameroun. Est-ce que justement le politique ne risque pas de s'immiscer dans cette affaire qui a mobilisé, qui cristallise encore l'opinion nationale avec les différents mécanismes et dysfonctionnements que vous avez plusieurs fois décriés dans vos ouvrages, dans les différentes affaires et procédures judiciaires où ce n'est pas toujours le droit qui a été dit lors des différentes informations judiciaires ou procès au Cameroun? Il faut effectivement regretter que dans des affaires sensibles ou dans des affaires que nous appelons des affaires signalées, que l'intervention des pouvoirs publics influence le comportement des acteurs de la justice, de telle sorte que souvent on a l'impression qu'en face de nous, nous avons des partenaires de la justice qui ont les mains liées et ne vont pas toujours dans le sens de la justice et dans le sens de la vérité. Mais je pense que s'agissant de cette affaire, compte tenu de l'ampleur qu'elle a prise, il va être difficile d'empêcher ces avocats commis, n'est-ce pas, de pouvoir travailler s'ils sont des véritables professionnels. Parce que, évidemment, voyez-vous, il y a de tout dans notre maison comme ailleurs, et qu'il ne faut pas que ces confrères se comportent, n'est-ce pas, se mettent en complicité avec certains acteurs qui souhaiteraient faire dire une vérité qui plairait à X ou à Y. Et je voulais indiquer ici que le procureur général n'a accusé personne. La question que moi je me pose aujourd'hui en regardant ce dossier, c'est en fait, qui veut-on protéger? J'ai l'impression que la vérité ne fera pas certainement mal toujours du côté où on le croit, parce qu'elle apparaîtra. Nous savons que si les choses se font dans les normes, on saura qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'est pas possible qu'une mort qualifiée de manière forte et ferme par le procureur général dès son communiqué de mort suspecte, et la loi lui fait obligation, lorsqu'il y a mort suspecte, d'ouvrir des enquêtes. À ce moment-là, les parties civiles auraient dû constituer avocats pour suivre les enquêtes. C'est aujourd'hui que commence en fait, c'est même pas un bras de fer, c'est aujourd'hui que commence la recherche contradictoire de la vérité. Entre la thèse des enquêteurs ou celle du magistrat et instructeur. Précisez que la thèse des enquêteurs, c'est qu'une mort probable par ce n'est pas la thèse. Non. C'est du moins ce qu'a relevé le communiqué du procureur. Écoutez, moi j'ai lu comme tout le monde le communiqué du procureur. Le communiqué du procureur nous dit qu'à la suite de la mort de Monseigneur Mbala, il a estimé, en tant que patron de l'action publique, que cette mort était suspecte, que ce n'était pas clair. Ça, c'est le premier communiqué. Premier communiqué. Et donc, par conséquent, il a ouvert une enquête pour savoir les causes, pour connaître les causes de la mort. Dans son second communiqué, qui vient un peu tard, l'on note qu'il dit en conclusion que les deux médecins qui ont autopsié le corps en troisième lieu ont conclu que la cause probable de la mort serait la noyade. Mais il ne nous dit pas que sont devenues les deux premières expertises, réalisées respectivement le 2 et le 22. C'est là où se trouve le couac, et c'est là, me semble-t-il, que les conseils, n'est-ce pas, de l'épiscopat camerounais vont essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui ont permis d'ordonner 3 expertises successives alors que personne ne l'a demandé. Parce qu'en réalité, lorsque une expertise ne convient pas à une des parties, la partie formule une demande. Et il est ordonné, et c'est de droit, il est ordonné une contre-expertise. Ça s'appelle contre-expertise. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne sommes pas en présence de contre-expertise. Justement, nous sommes en présence de 3 expertises successives sous la même autorité. La question est pourquoi? Est-ce que cela pose problème que l'on arrive à une 3e expertise avec des experts de renommée internationale, selon le communiqué
du procureur général de la Cour suprême. Est-ce que ça pose problème qu'on arrive jusqu'à ce nombre-là? Je crois qu'en réalité, le fait d'avoir recouru à une expertise internationale participe de quelque chose que nous décrions toujours. Laquelle? C'est que le Cameroun a des potentialités dans tous les secteurs pour régler ce type de problème. Moi, je connais les médecins camerounais. Je connais leur capacité, n'est-ce pas, à réaliser des expertises. Moi-même, vous vous souvenez, lorsque je fis l'objet, n'est-ce pas, d'une agression à Yaoundé, mes analyses ont été effectuées au Cameroun. Mais les médecins n'ont pas mis 24 heures pour découvrir ce que j'avais, ce qu'on m'avait inoculé. Donc c'est là l'une des premières actions que doit mener ce collège d'avocats. Tout à fait. Ils doivent travailler en professionnel et éviter, n'est-ce pas, de travailler avec des présupposés liés, n'est-ce pas, aux différentes tendances que j'observe sur les plateaux de télévision depuis un mois et sur les réseaux sociaux. Chacun y va de sa conviction. Ce n'est pas une affaire de conviction. Parce que comme pour vous les journalistes, pour nous les juristes, pour nous les avocats, les faits sont sacrés. Ensuite, la qualification et l'analyse dépendent, n'est-ce pas, du professionnel. Mais on ne peut pas maquiller des faits. Si ce corps a subi des violences, je pense que les avocats vont le savoir. S'il n'a pas subi des violences, je pense également qu'ils vont le savoir. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent dans le dossier, ils peuvent demander, avec l'assistance d'experts médicaux, de réexaminer ce corps avant l'inhumation. Ils peuvent même s'opposer à l'inhumation qui est prévue du 2 au 3 août prochain. Je voulais indiquer pour clôturer ce débat, dire que même en cas d'inhumation, la vérité ne disparaît pas. Vous savez, parfois il y a des cas où après 15-20 années, on exhume les corps pour refaire de nouveaux ADN et identifier, n'est-ce pas, les causes exactes de la mort. Je pense que c'est une question de temps. Je fais confiance à mes confrères qui vont être appelés par la conférence épiscopale pour régler cette affaire. Je regrette simplement qu'il y a eu beaucoup de bruit autour et que l'émotion, n'est-ce pas, compréhensible au demeurant, l'ait emporté sur la recherche de la vérité. Merci. Lorsque la vérité apparaît, chacun est obligé de la voir. Merci, bâtonnier Charles Tchungan. Je rappelle que vous avez dirigé le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun entre 2006 et 2010 et vous avez écrit en 2016 un livre sur l'impossible justice au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision. Les autorités de la région du Nord-Ouest indiquent que des opérations similaires vont se poursuivre dans les prochains jours afin de protéger le consommateur et tenter de limiter les effets néfastes de la contrebande sur les caisses de l'État. En bref, à présent, de nombreux dégâts matériels enregistrés après une matinée où un accident de la circulation est survenu au lieu dit marché des fleurs à Bonapriso dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Vous le voyez en image, un coaster et un gros porteur d'une agence de voyage sont impliqués dans cet accident. Selon des témoins, le véhicule de cette agence de voyage en provenance de l'Ouest Cameroun est allé heurter le bus d'une agence de transport qui se serait renversé sur la chaussée quelques heures plus tôt. Les mêmes témoins expliquent que le chauffeur du gros porteur, en voulant esquiver un camion en panne stationné, a fini sa course sur le coaster. Le pire a été évité, pas de perte en vie humaine, encore moins de blessés, mais d'importants dégâts matériels. Parlons à présent de l'exécution du budget d'investissement public. Cette exécution est à peine à 7% dans le département du Mungo, une situation inexplicable, alors qu'on est rendu déjà au deuxième semestre de l'année 2017. Les différents acteurs tentent de diagnostiquer les points faibles de la mise en œuvre du budget d'investissement public dans le département du Mungo. Julienne Berthe-Bissaï et Cyril Diemba. Le département du Mungo est classé dernier sur le plan national en ce qui concerne le budget d'investissement public avec un taux de 7%, contrairement à celui enregistré l'an dernier qui est de 18%. C'est ce qui ressort du comité départemental de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public dans ce département tenu ce week-end. En ce qui concerne notre département, le taux d'exécution de 7% que nous retrouvons avec premier semestre 2017 est beaucoup plus dû à une longue maîtrise des procédures de passation qui ont été beaucoup retardées cette année par rapport à l'année précédente. En 2016, les premiers ordres de services ont été
donné et notifié aux entreprises, c'était le 16 mars. En 2017, les premiers ordres de service sont notifiés 20 juin 2017. Vous voyez qu'à la même période, pour ce qui est de la compétence de la brigade départementale, nous avions déjà réceptionné à la même période l'année passée, on avait réceptionné 7 projets. Et cette année, nous nous retrouvons avec 0. Cette situation plutôt inquiétante est due à plusieurs goulots d'étranglement. Nous continuons à avoir des mauvaises pratiques qui ne nous permettent pas d'avoir un bon résultat. En dehors des mauvaises pratiques, il y a également le problème des procédures. Les procédures devraient être allégées. Je pense que ce serait pour le bien de tout le monde, que ce soit pour le bien des prestataires de services, mais également pour le bien de ceux qui commandent ces services-là. Nous avons des délais à respecter, nous avons des ordres de service qui ne sont pas signés à temps. Lorsque nous avons un certain nombre de boulots d'étranglement, nous ne pouvons qu'avoir des taux bas. Cette mauvaise performance enregistrée dans le Mungo met en mal les populations qui voient chaque année plusieurs projets abandonnés, mal exécutés ou encore tomber en forclusion. La révision d'un certain nombre de mesures est le souhait des responsables de ce comité de suivi. Mon souhait est en réalité qu'on essaye de revoir les procédures dans ce qui concerne le budget d'investissement public. À présent, en bref, l'installation des nouveaux responsables de la gendarmerie à Yaoundé, ils ont été installés ce jour. Vous les voyez en image, le ministre de la Défense les a exhortés à plus de collaboration, à être des exemples au sein de la gendarmerie, nouveaux responsables qui prennent leurs fonctions dans les différentes légions de gendarmerie au Cameroun. La saison des pluies fait sourire des commerçants qui proposent des accessoires et chaussures adaptés pour cette saison. La confection de tels articles suit désormais la mode et les différentes tendances pour attirer davantage une clientèle. Reportage François Dicomet et Kate Diarra. La saison des pluies est de retour. Avec elle, un accessoire des plus incontournables pour se protéger des gouttes d'eau, le parapluie. Mais pour les fashion addicts, il faut faire mieux que se couvrir tout au long de cette saison. Il faut le faire en restant glamour. À la douche municipale de Douala, les commerçants semblent avoir le secret. Ils se sont lancés dans la vente des chaussures de saison faites en matériel plastique. Il y en a de toutes sortes. Sandales, pieds nus, chaussures montantes et même la légendaire tchaka. Tchaka, non, même celui qui va au bureau est obligé de retirer les chaussures, porter le tchaka, il va au bureau de porter les chaussures fermées. Les plus agiles ont connu classique, mais depuis qu'elle s'est retrouvée sur les podiums des grands couturiers internationaux, elle a subi de nombreuses déclinaisons. Bon, les plus sollicités sur le marché, c'est les compassés. Tout voici. Ça les compassés et ça dépend de couleurs. Ceci, c'est plus fréquent. On a juste modifié les couleurs. Côté vestimentaire, les choix sont aussi riches que variés. Et si les jeunes profitent de la saison de pluie pour faire ressortir ce qu'ils appellent le swag, il faut encore avoir la bonne adresse, ainsi que les bons prix. Au marché Nkouloulou Douala, les comptoirs ploient sous des tonnes de vêtements dont ils raffolent. Le cardigan, fameux pull à la British. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, elle fait déjà grand bruit. La nouvelle arme utilisée dans le bras de fer entre les évêques du Cameroun et les enquêteurs pour la manifestation de la vérité autour de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il s'agit d'une plainte contre inconnu pour assassinat de l'évêque de Bafia et l'annonce de l'entrée en scène des avocats pour soutenir la conférence épiscopale. Ce nouvel épisode dans l'affaire de l'évêque de Bafia prend une tournure inédite. À suivre dans ce journal l'analyse et le décryptage des implications juridiques et les enjeux sociopolitiques d'une telle plainte émise par l'Église catholique au Cameroun. À 18 mois de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun, les retards accusés dans la construction des infrastructures contraignent le gouvernement
a monté au créneau pour contrer la vague d'inquiétude sur le sort réservé à cette compétition. Les pouvoirs publics jurent, la main sur le cœur, de réussir le pari, de construire toutes les infrastructures sportives dans les délais impartis. Mais que valent ces engagements au moment où des nuages sombres planent sur la CAN 2019? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Où sont passés les 4500 kits d'hémodialyse promis par le gouvernement? Presque aucun centre n'a été fourni en kit médical pour assurer les séances normales de dialyse pour les malades victimes d'insuffisance rénale à l'hôpital général de Yaoundé. Ils ont réuni leur dernier souffle pour bloquer l'entrée de cet hôpital à Yaoundé. C'est un énième signe de protestation pour ces malades qui meurent à petit feu sous le regard silencieux des autorités camerounaises. Reportage Joël Sengue et Ike Cyril. Il fallait montrer patte blanche pour accéder à l'hôpital général de Yaoundé. Les malades d'hémodialyse ont choisi de bloquer le portail pour exprimer leur colère. Après les multiples promesses du ministre de la Santé, nous n'avons encore rien reçu. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous présentons devant vous pour lui demander ce qui se passe parce que là, beaucoup de malades souffrent et beaucoup même en meurent dû au manque de dialyse. Et on veut qu'ils nous disent la vérité. L'absence de kits d'hémodialyse est à l'origine de ce coup de colère. Les 4500 kits promis par le ministre de la Santé publique, quoique insuffisants, ne sont toujours pas disponibles. Nous sommes toujours soumis à une séance de dialyse par semaine et nos organismes ne supportent pas cela. Moi-même, présentement, je suis arrivée ici en urgence dans la soirée de dimanche, vraiment étouffée. J'étais toute pleine. Cherchant la respiration, il n'y avait pas moyen. Cette grève des malades d'hémodialyse n'est pas la première, mais s'ils ont choisi de revenir à la charge, c'est pour dénoncer les promesses qu'ils qualifient eux-mêmes de fallacieuses du ministre de la Santé publique. Là, vraiment, on en a marre. On veut que le ministre qui réagisse, qui nous dise la vérité. Parce que là, on en a marre des fausses promesses. Chaque jour, il dit qu'il va résoudre le problème. Tantôt, il y a arrivage des kits, mais malheureusement, on ne reçoit rien. On n'a encore rien reçu jusqu'à présent. Les messages inscrits sur les pancartes renseignent davantage sur les revendications des malades d'hémodialyse. Seront-ils entendus cette fois? Difficile de le dire pour l'instant. Je vous le disais en titre, c'est une nouvelle arme utilisée dans le bras de fer entre les évêques du Cameroun et les enquêteurs pour la manifestation de la vérité autour de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il s'agit d'une plainte contre X pour assassinat de l'évêque de Bafia et l'annonce de l'entrée en scène des avocats pour soutenir la conférence épiscopale. Explication de cette nouvelle démarche et procédure initiée par la conférence épiscopale dans ce reportage signé Donald Anouzoua. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, après avoir identifié puis réceptionné la dépouille mortelle de Monseigneur Bala, fait savoir dans un communiqué du 17 juillet 2017 qu'elle va se constituer partie civile. Les évêques pourraient déposer la plainte auprès du juge d'instruction, c'est-à-dire pas plainte avec constitution de partie civile, et que le juge d'instruction sera amené à mener l'enquête. Et également, n'importe quel citoyen qui pourrait avoir une idée sur les auteurs de l'infraction pourrait dénoncer auprès du juge d'instruction qui pourra les interpeller. Et puisque c'est la mort dans l'âme que l'épiscopat reçoit la dépouille, l'hypothèse de porter plainte contre X pour assassinat de Monseigneur Bala n'est pas à exclure. Chaque fois qu'une infraction est commise et que les auteurs ne sont pas identifiés, ne sont pas retrouvés, la victime de l'infraction peut déposer plainte contre un connu pour permettre que les enquêtes soient ouvertes et que les recherches soient poursuivies pour retrouver les éventuels auteurs de l'infraction.
Autrement dit, il ne peut avoir ouverture du procès que sous respect de certaines règles légales. Le procès ne pourra être ouvert que si les auteurs de l'infraction sont retrouvés. Si les auteurs de l'infraction ne sont pas retrouvés, le procès ne sera jamais ouvert devant la juridiction du jugement. Le dossier Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui rentre dans le registre du crime, est susceptible de Il faut au moins une dizaine d'années pour qu'on dise que ce crime est prescrit. L'Église prévoit organiser les obsèques de Monseigneur Bala en date du 2 et jeudi 3 août 2017 dans le diocèse de Bachia. Nous prolongeons ce soir les implications juridiques d'une telle plainte émise par la Conférence épiscopale nationale contre X pour assassinat de l'évêque de Bafia, mais aussi l'annonce de l'entrée en scène des avocats dans cette affaire. C'est à suivre en deuxième partie de ce journal avec le bâtonnier, maître Charles Thiongan de ce journal. Dans le reste de l'actualité, la contrebande des liqueurs et produits pétroliers prend de l'ampleur. Au Cameroun, des brigands en provenance du Nigeria profitent des frontières poreuses et des policiers véreux pour faire écouler leurs produits dans le pays. Une importante cargaison vient d'être interceptée sur l'autoroute de la contrebande à Bamenda. Reportage Steve Eboulet, Stella Bou et Albertine Bitiaga. La saisie est importante, près de 500 bidons de 20 litres chacun d'essence, plusieurs dizaines de bouteilles de liqueurs et spiritueux et autres produits de grande consommation. Le stock de marchandises en provenance du Nigeria a été dissimulé dans des camions pour échapper au contrôle de la douane camerounaise. C'est dans la localité de Sabga, région du Nord-Ouest, que les contrebandiers ont été interceptés grâce à l'appui des populations riveraines. C'est une quantité importante de produits de contrebande, aussi même pétroliers, que de divers consommables, y compris notamment les alcools. Nous sommes, comme vous le dites si bien, dans la phase répressive. Nous avons pris le temps pour sensibiliser. Et je voudrais saluer la collaboration des populations qui ont permis à atteindre ces résultats. C'est dans la ville de Kumbo que devait être acheminée la marchandise pour être finalement reversée sur le marché camerounais. Les produits issus de la contrebande sont de plus en plus nombreux dans les marchés camerounais. Outre les dangers liés à des éventuelles contrefaçons, la contrebande fait perdre d'énormes sommes d'argent à l'État camerounais. Ces produits, en effet, échappent au contrôle de la douane camerounaise. Bien évidemment, il faut que nous sauvions le tissu économique et industriel local et que nous protégions notre espace économique.